Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur ce nouveau numéro de Politique et Éco. Alors pour ma rentrée, puisque ce sera ma première émission depuis l'été, eh bien j'ai fait signe à mon vieux compère, entre guillemets, puisque ça fait des années que nous nous connaissons, mon cher Claude Reichmann, et je suis ravi que vous ayez accepté l'invitation de TV Liberté, puisque je pense que de nombreux internautes connaissent l'acuité de votre analyse politique et économique, vous qui suivez ces sujets avec passion depuis des décennies et qui menez ce combat par ailleurs contre le RSI et contre le monopole de la sécurité sociale. Alors on y viendra en fin d'émission si vous le voulez bien, mais nous allons commencer tout de suite par les sujets d'actualité très brûlants. Alors le premier sujet, bien sûr, eh bien c'est cette invasion migratoire, puisque dans l'invasion, il y a un phénomène massif et court dans le temps. Donc là, on est face à une invasion migratoire en Europe, avec des régions du monde déstabilisées, des régions qui sont déstabilisées d'ailleurs pas seulement par les guerres, mais aussi par une faiblesse économique liée à leurs institutions et à une instabilité politique en général. Qui fait qu'il y a une pression terrible, y compris sur l'Allemagne qui s'apprêtait à accueillir 1 million d'immigrés et qui de ce fait a envoyé un message d'appel au monde, puisque s'ils commencent par en accueillir 1 million cette année, ils vont tous se précipiter, ils vont venir de Chine, du Pakistan, d'Inde, d'Afrique, du Moyen-Orient, enfin bref, il y a 4 ou 5 milliards de personnes qui sont intéressées pour venir en Europe et qui ont, parce qu'ils ont un niveau de vie très inférieur. Et donc, voilà, alors aujourd'hui, même l'Allemagne craque, Berlin est obligé d'interdire les trains qui viennent d'Autriche. Et alors, ce qui est assez amusant, enfin intéressant, amusant, c'est pas vraiment le cas, mais c'est de voir combien les pouvoirs publics sont sur l'émotion, mais combien derrière, la mécanique matérielle ne suit pas. Ils n'ont pas à Berlin ou à Munich assez de logements pour loger ces centaines de milliers de gens qui arrivent. Donc tous les pays de l'Est, la Bulgarie, la Hongrie, etc., l'Autriche sont en train d'exploser sous ce flux migratoire. Alors mon cher Claude, que faut-il en penser et que faut-il penser de la lucidité des dirigeants politiques européens qui veulent tous les accueillir? Lucidité, c'est effectivement le mot qui ne convient pas. Oui, moi, les guillemets... Voilà, j'ai bien compris que c'était un mot d'humour. Non, nous sommes dans une phase qui n'a rien de surprenant, puisque Jean Raspail l'avait parfaitement décrite dans Le Camp des Saints. Et c'est une invasion qui ne tient pas exclusivement à des raisons militaires ou à des campagnes de diverses natures dont sont victimes ces personnes, mais qui tient au fait qu'il y a une discordance énorme entre le degré de développement de l'Europe et des pays occidentaux en général et certaines régions qui sont évidemment en grande difficulté. Alors le problème qui se pose à l'Europe, c'est qu'on voit tout d'un coup que ces dirigeants sont des incapables. Vous savez, il faut un grand événement pour que tout d'un coup le peuple se rende compte de la qualité ou de l'absence de qualité de ses dirigeants. On loue partout Madame Merkel. Or, moi je remarque que c'est une femme qui mérite certainement l'estime. Je ne dis pas que c'est une mauvaise gouvernante, mais c'est une gouvernante peu inspirée. Il y a un exemple qui m'avait vraiment frappé. Au moment de la centrale de Fukushima, elle a immédiatement supprimé toute industrie nucléaire en Allemagne, les centrales nucléaires. Donc elle a remis en marche les centrales à charbon, au nom bien entendu de la sécurité, mais les centrales à charbon polluent énormément, et bien entendu les Allemands vont pouvoir profiter du nucléaire français. Tout ça est complètement absurde.
D'ailleurs, ça n'est ni intelligent ni européen, oui, premièrement. Et on est purement dans l'émotion. On a tendance un peu à reprocher d'ailleurs aux femmes par rapport aux hommes. Oui, enfin, vous savez, les hommes ne font guère mieux. Mais oui, aujourd'hui, il n'y a plus énormément de différence. Mais c'est une émotion qui est médiatique pour l'essentiel. Lorsque les médias se déchaînent sur un sujet, les gouvernants ont beaucoup de mal à résister. On le voit bien en France depuis très longtemps. Donc dans cette affaire, il n'y a pas de grands hommes d'État, parce que quelle est la raison pour laquelle ces personnes, qu'on appelle des migrants, des réfugiés, comme on voudra, enfin ce sont des gens qui quittent leur pays pour venir dans les nôtres. Quelle est la raison? C'est évidemment la guerre, pour l'essentiel, la guerre entre les sunnites et les chiites. Bon, la solution à un problème de ce type, la solution géopolitique, c'est d'une manière ou d'une autre de faire en sorte que cette guerre cesse. Pour qu'elle cesse, il faut déjà identifier les responsables. Qui est responsable de la guerre actuelle? L'intervention américaine, contre laquelle beaucoup de gens s'élèvent, mais qui était quand même destinée à renverser, je le rappelle, un tyran, notamment, a eu pour objet de faire que l'Irak, création artificielle d'ailleurs, qui n'a pas d'existence historique, est passé d'un gouvernement dictatorial des sunnites, Saddam Hussein était un sunnite, socialiste qui plus est, à un gouvernement de la partie majoritaire, cette fois-ci, de la population, c'est-à-dire les chiites. Ils sont, je crois, 80% par rapport... 65%. Combien? Peut-être 65%, oui, parce qu'il y avait à peu près 15% de Kurdes et voilà, puis une vingtaine de pourcents de sunnites. Et donc, bon, les chiffres varient un peu selon les estimations, enfin, en gros, c'est à peu près ça. Donc, maintenant, l'Irak est devenu une puissance chiite, soutenue par l'Iran chiite. En Syrie, de même, vous avez un pouvoir alawite, qui est une sous-classification chiite, qui est combattu également. Mais qui est derrière ce combat? L'Arabie Saoudite, pour l'essentiel, ainsi que les Émirats du Golfe. Donc ce sont ces gens auprès desquels il faut intervenir. S'il y avait des hommes d'État aux États-Unis et ailleurs, enfin en Occident, il y a longtemps, qu'ils auraient mis en garde, et de façon qu'on pourrait qualifier de pressante, ces États, en leur disant qu'il faut arrêter cette propagande et que le fait d'entretenir une guerre, comme ils le font actuellement, déstabilise non seulement le Proche-Orient, mais déstabilise aussi l'Occident. Donc, au moment même où Obama est en train finalement de se désintéresser un tout petit peu du Moyen-Orient parce que l'Amérique a du gaz de schiste et du pétrole de schiste et que l'Arabie Saoudite est nettement moins nécessaire, eh bien Obama pourrait très bien dire aux Saoudiens que maintenant c'est fini, vous arrêtez, parce que sinon ça va mal se passer. Or, vous savez, un avertissement comme ça de la première puissance militaire du monde, c'est un avertissement qu'on prend au sérieux, parce que ces États ne tiennent finalement que par le soutien de l'Occident, et notamment enfin, des États-Unis. De même que nous avons un certain nombre de positions auprès d'États ou de petits États du Golfe, nous pourrions aussi faire jouer nos influences, notre influence. C'est la seule façon d'arrêter cette immigration. Sinon, bon, on peut toujours évidemment fermer les frontières, on peut toujours prendre des mesures dissuasives, mais un tel flux ne peut s'arrêter que quand on le tarit. C'est comme une hémorragie. Une hémorragie, ça n'est pas en ramassant le sang que vous l'arrêtez, c'est en faisant en sorte que le sang ne coule plus. C'est ce qu'il faudrait faire, mais malheureusement, nous avons des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur de la situation. Oui. Et peut-être qu'il y a des liens financiers aussi qui sont, hélas, tellement importants. On sait le poids du lobby saoudien aux États-Unis. Oui, on l'a vu, bien sûr. Qui achète une bonne partie de la classe politique, universitaire, qui distribue des bourses, qui recase les hommes politiques dans la gestion notamment des colossaux fonds d'investissement qu'ils ont. On sait tout le poids qu'a l'Arabie Saoudite et les liens qu'ils ont avec la famille Bush, les pétroliers du Texas qui n'avaient plus de pétrole et qui ont mis leur réseau à la disposition des pétroliers d'Arabie Saoudite. On sait que peut-être Obama, on ne sait pas trop qui a financé les études de Barack Obama. Oui, mais ces réflexions n'arrêtent pas un homme d'État. Non, bien sûr. Voilà, vous avez raison. Les liens, ils ont été décrits dans de nombreux ouvrages. Et on sait très bien que l'influence saoudienne aux États-Unis est importante. Mais
On a vu bien des fois, lorsqu'un homme d'État est confronté à un drame majeur, parce que là il s'agit vraiment d'une affaire extrêmement grave, l'homme d'État se doit de rompre toutes attaches autres que l'intérêt national, et là c'est un intérêt international même, et de prendre ses résolutions. Oui, alors donc, il faut que ce soit des hommes d'État, mais pas des petits hommes d'affaires. Oui, c'est ce que je disais, c'est exactement ce que je pense, et ce que je disais, nous sommes face à un manque d'hommes d'État, et il est bien évident que cette situation, qui est d'ailleurs encore plus grave même que les gens ne le ressentent, parce qu'en fait, il y a un ébranlement général qui se produit dans tous les systèmes. Les systèmes d'accueil sont évidemment insuffisants, mais regardez cette nouvelle récente que nous avons apprise il y a 2 jours, 3 jours. On va donner 1 000 € je crois, par personne accueillie dans une municipalité. Bon. Vous savez qu'il y a en France 8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc on va trouver de l'argent pour aider les communes à accueillir des gens qui sont ces réfugiés ou ces migrants. Et comment voulez-vous que la population comprenne ce genre de mesures? Je ne parle pas de l'humanisme ni de la nécessité de venir en aide à son prochain, mais franchement, quand on est dans la situation où se trouve la France sur le plan économique... Oui, avec 2000 milliards d'euros de dettes, il y a des choses qui craquent... qu'on ne peut pas faire sans réflexion, et je pense que c'est une fuite en avant qui est d'une extrême gravité, car la crédibilité même de l'État est engagée. Quand vous voyez un État qui ouvertement privilégie, mettons les raisons morales de côté, mais les raisons économiques sont là. Quand un État privilégie systématiquement l'étranger au national, il y a un moment, le national se pose des questions et même va plus loin. Et je crois que la déstabilisation politique qui va résulter de cette situation va être infiniment plus grave que tout ce qui l'a précédé. C'est-à-dire que tout d'un coup, la population s'aperçoit et vit en direct un film dans lequel on raconte sa mise à l'écart. On le lui montre. Oui, alors vous vous rendez compte ce qu'ils doivent ressentir. Oui, alors ça fait déjà un certain temps quand même que vous avez des salariés qui ont cotisé pendant 20 ans et qui sont remboursés de moins en moins leurs dépenses maladie, alors qu'une personne qui n'a jamais cotisé, qui vient de l'autre bout du monde, elle sera remboursée en intégralité. Mais donc là, les Français ont l'habitude de passer derrière les étrangers. Moi, je veux dire, là, ils se sont fait... Il y a une différence d'intensité. Ce que vous venez de dire est parfaitement exact. Ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure. Et que les gens continuent à voter pour les partis du système. Mais, vous savez, les peuples mettent beaucoup de temps à comprendre les choses. Parce que peut-être que les choses ne s'imposent pas toujours à leur esprit. Mais quand vous avez un événement d'une telle grandeur, au sens presque géométrique du terme, là, vous avez à ce moment-là une prise de conscience inévitable. Ce n'est pas la même chose que de stigmatiser des petits faits ou des faits relativement isolés, même s'ils sont plus importants qu'on ne le dit. Mais là, on est vraiment face à un phénomène massif. Et je ne pense pas que la population puisse ne pas s'en apercevoir. Alors, il va y avoir des conséquences extrêmement graves, sans parler, bien entendu, de la conséquence qu'on peut constater tous les jours. L'Europe n'existe plus. Il n'y a plus de politique européenne, il n'y a même plus... C'est le sauf qui peut généraliser. C'est le sauf qui peut généraliser, et dans des conditions absurdes, comme l'Allemagne qui tout d'un coup se met à accueillir toute la misère du monde, comme disait M. Rocard, et qui, quelques jours après, s'aperçoit qu'elle ne peut pas. Oui, oui. Mais c'est incroyable, cette absence de lucidité. Alors, c'est ce que vous disiez sur Angela Merkel, dont effectivement tout le monde a tendance à dresser des portraits élogieux, parce que l'économie allemande marche mieux. Mais en fait, c'est Gerhard Schröder qui, avec son agenda 2010, l'agenda 2010, a remis l'Allemagne sur pied. Et elle n'a fait que bénéficier des réformes difficiles qui ont été mises en place par un socialiste allemand qui était beaucoup plus lucide qu'elle. Mais finalement, elle n'a pris que des mauvaises mesures. On voit les stupides sanctions vis-à-vis de la Russie, alors que les Américains exportent de plus en plus vis-à-vis des Russes. Et nous, on est en train de fâcher le grand voisin qui a ses problèmes avec ses minorités russes, etc., l'Ukraine et tout ça. Donc là aussi, elle a pris une position absurde sur cette question des migrants. Elle a une position absurde parce qu'on oublie beaucoup aussi que les infrastructures allemandes sont en très mauvais état. Alors,
sait bien, l'État allemand a baissé ses dépenses publiques, mais il a des infrastructures en très mauvais état. Vous avez des infrastructures en très mauvais état et vous vous mettez à accueillir 1 million de personnes par an. C'est ridicule, ces infrastructures vont exploser. Donc d'ailleurs, c'est ce qui se passe en France aussi, où on voit qu'il y a de plus en plus de trains qui sont en retard, de problèmes dans le métro, j'en ai connu un en venant ici, etc. Ces phénomènes se multiplient, mais c'est ce qu'on accueille des pauvres qui n'ont pas les moyens de construire des nouvelles lignes de métro, de remplacer des métros neufs, mais qui par contre vont user les bancs des écoles, les hôpitaux, les infrastructures, les routes, etc. Donc c'est des pays qui étouffent en fait sous une masse de population de pauvres, et le pauvre est toujours à la charge des autres. Alors cette dimension d'ailleurs économique est très peu mise en avant. On parle beaucoup du côté sont des réfugiés musulmans, dans les musulmans se cachent des islamistes, parmi les islamistes se cachent des terroristes. D'ailleurs l'État islamique le dit lui-même qu'il a envoyé 4000 terroristes en Europe. Le jour où ils décideront de faire sauter toutes les gares européennes, oui, en même temps ce sera un merveilleux feu d'artifice, et ça va arranger certainement les industriels allemands qui veulent recevoir toute cette main-d'œuvre. Mais au-delà, on ne parle pas beaucoup de la question économique et de l'impact, du gigantesque impact économique que ces millions, centaines de milliers de pauvres vont avoir sur des économies qui sont elles-mêmes déjà en stagnation, déclinantes et avec une dette qui a tendance à exploser. Alors d'après vous, pourquoi est-ce qu'on n'évoque pas du tout ces problèmes économiques? Parce que finalement les gens sont peu intéressés aux problèmes économiques, alors même qu'ils en vivent tous les jours et qu'ils en souffrent. Il y a aussi ce problème des retraites qui est aussi un problème économique. L'Allemagne a commis l'erreur de garder la retraite par répartition, alors qu'à un moment elle a tenté d'installer la retraite par capitalisation qui aurait tout changé. Et donc, quand on nous explique que les travailleurs venus de l'étranger vont pallier le déficit démographique allemand, mais ils oublient une chose, c'est que pour ces gens pallient quelque chose, il va falloir qu'ils aient du travail. Et quel travail voulez-vous qu'ils aient, puisque finalement, l'Allemagne certes manque un peu de main-d'œuvre, mais pas au point qu'on le dit. D'autre part, Madame Merkel a commis encore une erreur aussi. Bon, certes, les élections étaient passées par là, de créer un SMIC en Allemagne, alors qu'ils vivaient beaucoup mieux sans SMIC, que les travailleurs se portaient bien, en tout cas beaucoup mieux. Enfin bref, la situation allemande est évidemment meilleure que la situation française, mais elle n'est quand même pas à l'abri de n'importe quel accident. Et ce qui est surtout sûr, moi je pense que les problèmes actuels que nous vivons vont avoir des conséquences politiques surtout. C'est-à-dire que les conséquences économiques, on les a évoquées, et je crois qu'on a eu raison de le faire. Mais les conséquences politiques, c'est la perte de confiance. Et ça, il est très difficile à un régime de résister à la perte de confiance des citoyens. Parce que vous avez une première perte de confiance qui résulte du fait que les dirigeants mentent, que les dirigeants sont en dessous des efforts qu'il faudrait faire, sont en dessous des capacités qu'il faudrait démontrer. Mais une autre chose est de voir des dirigeants qui sont pris dans un tourbillon. Et vous savez, c'est un petit peu comme quand un pays est envahi dans une guerre. Tout d'un coup, les régimes s'effondrent. Regardez le régime français en 1940. Le régime, évidemment, s'est effondré. Il y a eu un nouveau régime. Évidemment, on peut en dire bien des choses, mais enfin, le régime s'effondre. Il y a deux raisons. La 4e République s'est effondrée avec la guerre d'Algérie. Elle s'est effondrée avec la guerre d'Algérie. Alors là, on peut dire que c'est éventuellement une guerre d'Algérie, le retour, parce que c'est un peu des populations issues du même genre. On peut le présenter comme ça, mais je pense surtout que si vous mettez de côté la nature du phénomène, guerre, invasion, crise économique, crise financière, etc., à chaque fois qu'une crise de cette nature se produit, les régimes tombent. Et je pense qu'il va y avoir des régimes qui vont tomber en Europe. Alors, ni le régime britannique, ni le régime allemand. Je pense que les Allemands changeront de majorité, c'est tout. Mais il y aura probablement au sein du parti de Madame Merkel des chrétiens démocrates ou
Oui, vous avez la CSU en Bavière. La CSU, voilà, c'est le mot que je cherchais, les chrétiens sociaux de voilà. Bavière. Ouais, bon, il y aura probablement une bataille interne pour remplacer Mme Merkel. De même, les sociodémocrates, il n'est pas certain que leur participation au gouvernement par la personne de M. Sigmar Gabriel soit de nature à inciter beaucoup les électeurs à leur faire confiance. Bon, il va y avoir des changements. Mais oui, vous avez le parti AFD, Alternative voilà, Deutschland, qui conteste justement à la fois les problèmes migratoires et l'euro. Enfin, il va y avoir des changements, et en France, il va y en avoir aussi, inévitablement, parce que vous avez, ce qui est très frappant, vous n'avez aucune tendance actuelle, politique installée, dont les solutions puissent constituer vraiment des solutions. Vous avez des partis politiques qui ont démontré leur incapacité, les socialistes, c'est inutile d'insister. La droite, la fausse droite, elle présente toujours fait une politique de gauche. Monsieur Sarkozy, dont on a vu qu'il n'a quand même pas fait grand-chose pendant les 5 années qu'il a gouverné. Mais il a déstabilisé la Libye, ce qui vaut des flux migratoires, ce qui est quand même à son actif. C'est à son actif. Et d'ailleurs, on parlait des liens avec les pays du Golfe. Alors lui, il a fait des liens avec le Qatar. Exonération d'ISF pour les Qataris en France. Bien sûr. Le compte français, il a le droit de payer. Enfin, mais le Paris Saint-Germain va bien, c'est l'essentiel. Bénéficie, oui. Voilà. Exemption aussi de plus-value sur les plus-values immobilières pour les résidents qataris, mais en échange, M. Sarkozy est rémunéré quelques centaines de milliers d'euros de l'heure pour faire des conférences. Mais ce qui est certain, c'est que l'alternative Juppé-Sarkozy n'a pas de quoi faire se dresser d'enthousiasme les foules. De l'autre côté, l'opposition que représente le Front National est quand même des solutions qui sont pour le moins peu crédibles. Et donc on a... C'est un jugement global, ça. Est-ce que vous pourriez... Comment ? C'est un jugement un peu global. Est-ce que vous pourriez préciser pour le Front National ? Bon, pour l'essentiel, les positions économiques du Front National sont totalement absurdes. C'est-à-dire qu'ils veulent à la fois réaugmenter le rôle de l'État, notamment sur le plan social. Bon, le fait de sortir de l'euro n'est pas en soi une proposition économique. Pardon ? C'est pas une absurdité économique. Ça n'est peut-être pas une absurdité, mais la façon dont il l'envisage ne donne aucune garantie, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin bref, je ne sens pas de ce côté-là une alternative vraiment crédible. Si bien que l'électeur qui votera quand même pour le Front National en grande partie, puisque c'est le seul parti qui conteste. Voilà, les sondages le démontrent. Le Front National ne perd pas de voix dans les sondages actuellement. Et c'est un parti qui ose dire qu'il y a un problème avec l'islam radical. Ils osent le dire. Et que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Ils se démarquent en cela. De ce point de vue-là, ils se démarquent, mais ils n'ont pas fini leur mue, si toutefois ils l'ont commencé. Et donc, le portrait que je dresse de la société politique française ne me paraît pas devoir être différent selon ses appréciations. Je pense qu'en réalité, la France souffre d'un manque d'hommes d'État. Il devrait y avoir en France actuellement 1 ou 2 ou 3 personnes qui fassent des propositions de nature à vraiment résoudre les problèmes. Avec des axes différents peut-être, mais enfin, qui soient crédibles et dont la personnalité soit crédible également. Or, ça n'est pas le cas. On a des hommes et des femmes qui sont au mieux d'aimables fantaisistes et au pire des nullités absolues, quoi. Donc, c'est peut-être un peu sévère, mais c'est pourtant, hélas, la triste vérité française. Donc, il va y avoir, à un moment ou à un autre, une nécessité de renouvellement. Et ça ne peut passer que par des troubles qui finiront par dégager d'autres personnalités. C'est une loi du genre, vous savez, lorsque vous avez des événements d'une très très grande importance qui bouleversent assez rapidement les mentalités, les situations, il y a toujours un renouvellement du pouvoir politique pour le meilleur et pour le pire. Espérons que ce sera pour le meilleur. Bon, alors on va marquer une petite pause et puis on va revenir sur les questions économiques si vous voulez bien. Bien sûr. Alors, cher Claude Reichmann, vous qui êtes un observateur scrupuleux et très attentif à tout ce qui
et a trait à l'actualité économique et financière. Alors, est-ce que vous croyez ce titre des Échos, croissance, la bonne surprise venue d'Amérique? La progression de l'activité aux États-Unis réévaluée à 3,7%. L'investissement des entreprises et la consommation des ménages sont très dynamiques. La baisse des cours du pétrole donne de l'air aux industriels. Les patrons renouent avec l'optimisme. L'appétit des Français pour l'assurance vie au plus haut. Enfin bref, si je lis les Échos, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, alors ils vous diront plus loin que les problèmes sur la Chine ont été absorbés. Que voilà, tout repart, que la Grèce aussi, ça y est, on a trouvé des dizaines de milliards d'euros et l'économie grecque est sur de bons rails et l'Europe aussi. Alors qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que c'est un tissu de mensonges et de propagande? Tout ceci, ou tout cela, serait bel et bon si cela ne reposait sur une masse de fausses monnaies. Les banques centrales impriment de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. C'est le cas d'ailleurs. Les investisseurs ne savent plus quoi faire de leur argent, puisque maintenant, tout part à la spéculation. Et bien sûr, ça va se terminer, comme toujours, par l'explosion de cette bulle qui nous donne des titres que vous venez d'indiquer, une vision quand même un peu ironique. Parce que si vraiment tout va si bien que la Banque centrale augmente ses taux d'intérêt aux États-Unis, qu'elle cesse ses opérations de quantitative easing. En Europe ou au Japon. En Europe ou au Japon. Donc, à ce moment-là, on saurait que ça va bien. C'est comme si vous me disiez, par exemple, qu'un malade intubé, qui a des tuyaux partout, va très bien. Bon, effectivement, il va mieux que s'il était mort, puisqu'il est maintenu en vie. Mais pour combien de temps? Comment? Et pendant tout ce traitement, cette sauvegarde artificielle du malade, certes, l'essentiel est qu'il ne meure pas, mais il est bien évident que si on arrête ce genre de traitement, ce qui sera nécessaire au bout d'un moment, parce qu'on ne peut pas continuer à imprimer de l'argent à empiler des dettes. Et à empiler des dettes, à un moment, eh bien, on va s'apercevoir que le malade ne peut pas survivre. Donc, il va y avoir une crise majeure. Notre ami Charles Gave, lui, la voit arriver à grands pas. Je pense qu'il a raison. Là, il y a un moment, vous savez, c'est l'éternel problème du premier qui s'aperçoit que tout ceci va mal finir. Alors, tout le monde le dit, mais le premier qui s'en aperçoit, il se retire du marché. Et c'est là que les choses deviennent dangereuses, parce que tout d'un coup, il y en a d'autres qui suivent cette démarche et qui, ensuite, bien entendu, vont nourrir le flot de tous ceux qui vont créer l'éclatement de la bulle et donc la régression économique. Moi, je croirais tous ces titres le jour où l'économie mondiale ne sera pas en survie artificielle. Pour l'instant, elle l'est depuis 2008, depuis que la bulle, enfin l'affaire Lehman a éclaté et que l'ensemble des économies internationales se sont rétractées, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, les journaux ont besoin de faire des titres tous les jours, ils en font, mais personnellement, je ne suis absolument pas convaincu par la réalité des phénomènes qu'ils décrivent. Il n'y a qu'un point qui est important, il faut le considérer. Indépendamment de toute cette création monétaire, l'Amérique a 20 points de moins de prélèvements que nous. Bon, c'est ce qui fait qu'elle peut s'en tirer. La Grande-Bretagne aussi. L'Allemagne en a une dizaine, une douzaine. Donc, on sait d'ores et déjà qui vont être les victimes. Vous savez, le fameux financier Warren Buffett disait quand la mer se retire, on voit ceux qui nagent à poil. Bon, il disait sans maillot de bain, enfin c'est la version... Non, je crois qu'il disait à poil en fait. Donc effectivement, on va voir les États les plus fragiles devenir de plus en plus fragiles et par conséquent, l'Amérique résistera, je pense, mais elle va connaître évidemment des troubles puisque la bourse américaine est repartie évidemment vers des sommets. Mais ce qui est quand même notable, c'est que la bourse japonaise est toujours à 20 000 points de ce qu'elle était, en dessous de ce qu'elle était en 1989. C'est quand même des choses qu'il faut noter. Hein. Quant à la Chine, entre nous soit dit, quand vous voyez à quel point l'économie est totalement manipulée par le pouvoir, que les chiffres sont pour le moins douteux, je pense que les Grecs n'ont qu'un seul rival, c'est la Chine.
C'est-à-dire, la Chine truque les chiffres au moins autant que les Grecs l'ont fait, et même probablement plus. Donc tout ça est extrêmement fragile, et tant qu'on n'aura pas une économie qui reposera sur la croissance, l'investissement, et une économie qui soit gérée au plus près, c'est-à-dire qu'on dépense le moins d'argent possible. Vous savez, c'était la doctrine... Parce que de l'investissement, il y en a, mais c'est de l'investissement à crédit. Oui, puis des investissements plus ou moins crédibles aussi. Bon, en plus, oui, comme le crédit est peu cher, voilà. Du coup on a tendance à investir. Mais en fait, on n'investit pas tellement. C'est surtout... L'argent part surtout dans des spéculations. Donc, alors en Chine, ils investissent dans des infrastructures. Ils investissent dans des infrastructures, mais... qui sont souvent inutilisées d'ailleurs. Justement. Il y a plus de 100 millions de logements vides, donc c'est une bulle immobilière qui représente 100 fois la bulle immobilière espagnole. Enfin, il y a un an, j'étais à Shanghai, j'étais allé faire une conférence, et je me suis aperçu le nombre d'immeubles, de tours totalement vides, dont certaines vont être arrêtées d'ailleurs bientôt. Il y a une bulle immobilière évidente. Et puis, en plus, vous avez une bourse où les gens empruntent pour spéculer. Donc c'est une situation extrêmement fragile finalement, donc je ne vois pas de motif particulier de se réjouir de la situation économique mondiale actuellement. Sauf que les pays qui s'en tireront sont les pays qui dépensent peu. Parce que on sait bien, quand vous avez par exemple, quand il y a une crise économique, bon, les firmes qui résistent le mieux, c'est celles qui ne sont pas très endettées. Ce ne sont pas celles qui sont très endettées et qui marchent bien. Ce sont celles qui marchent bien, sinon elles ne seraient pas là, mais qui ne sont pas très endettées. Même si elles ne flambent pas, elles tiendront le coup. Les pays, c'est la même chose. Vous allez avoir les États-Unis, la Grande-Bretagne qui tiendront le coup. Des pays, même comme l'Allemagne, sans doute, tiendront le coup parce que même si Mme Merkel fait des bêtises en ce moment, elle dépense quand même relativement peu. Hein. Les dépenses publiques en Allemagne, c'est quoi, 45-46%, même un peu moins. Et nous, on est à 57%. Hein. Donc nous dépensons chaque année 250 milliards de plus qu'il faudrait. Enfin bref, la situation des pays est extrêmement variable, mais ce qui est sûr, c'est que les pays fortement endettés, où la fiscalité est délirante comme la France, sont des pays qui ne tiendront pas le coup. Alors, sur la Chine également, il y a cette notion, on avait fait une émission avec Olivier Pichon parmi les premières où nous avions signalé que effectivement la Chine était une gigantesque bulle couverte de dettes et que cette bulle allait éclater comme toutes les bulles. Donc pour les internautes qui suivent TV Liberté, ils peuvent voir que nous ne racontons pas de bêtises et que les gens que nous faisons venir je vous rappelle également, pardon de vous interrompre, mais que en 1900, je crois que c'était en 1994, nous faisions des émissions de radio à l'époque ensemble, et nous avions dit très clairement que l'économie qui reposait sur une montagne de dettes allait connaître une crise très grave. On n'a pas eu longtemps à attendre. Hein. Effectivement, voici une dizaine d'années quand même, mais 10 ans, c'est relativement peu dans des phénomènes économiques. Mais nous l'avions prévu et annoncé. Et entre nous, soit dit, c'était pas très difficile. Non. Simplement, nous n'étions tenus par aucune autre obligation que notre souci de dire la vérité. Nous l'avons fait. Oui, c'est ça. Alors, ça explique aussi pourquoi les médias du système, entre guillemets, ou les médias mainstream, comme ils disent aux États-Unis, sont incapables de décrire l'explosion des bulles et la réalité de la situation. Il y a aussi là, vous avez stigmatisé la médiocrité de la classe politique dans la première partie, mais au niveau des journalistes, il y a une responsabilité qui est au moins aussi grande. Non même motif, même punition. Oui, la classe médiatique est totalement déconnectée des réalités. Je pense que les journalistes sont terriblement tenus par la puissance politique et la puissance économique. Et quand vous avez, selon les pays, c'est différent, mais en France, par exemple, qui sont les propriétaires de médias, ce sont des grands industriels, ce qui n'est pas normal, ou l'État. Ça n'est pas normal. Une information équitable ne peut pas être donnée par des gens qui sont intéressés
tel ou tel marché, public, marché public, la société Bouygues qui détient TF1 et LCI crée évidemment fabrique des maisons, des routes, et tout ça avec la puissance publique. Monsieur Dassault fait des avions, et donc le Figaro... Qu'ils vont à l'État français. Voilà, Monsieur Lagardère, s'est retiré de ADS, mais il conserve quand même des intérêts économiques très importants, et donc vous avez la propriété finalement des médias. Monsieur Drahi, qui est dans les télécommunications. Oui, Monsieur Drahi est dans les télécoms également. Il a besoin aussi du soutien des pouvoirs publics pour tel ou tel réseau lui soit confié, ou en tout cas soit bien traité. Et donc c'est la raison pour laquelle les médias ne sont pas très crédibles. Il en va de même dans les autres pays, il ne faut pas se faire d'illusions. Heureusement, Internet a permis de développer une presse parallèle qui donne une information souvent plus juste, avec parfois beaucoup de désinformation aussi, parce qu'Internet, c'est la meilleure et la pire des choses. C'est comme la langue d'Ésope, comme disait le fabuliste. Mais... Alors vous êtes vous-même d'ailleurs sur Internet, vous avez votre site claudereichmann.com, vous avez fait pendant assez longtemps des Reichmann TV. On a pour l'instant un peu suspendu nos émissions. Enfin, on garde toujours en ligne les émissions parce que je fais beaucoup d'émissions en dehors. Donc, j'ai pas envie de répéter en permanence les mêmes choses. Et deuxièmement, parce que en tant que journaliste, cette fois-ci, je ne dispose plus du temps nécessaire. Quand vous faites une émission, par exemple, sur un livre un peu difficile sur le plan économique ou scientifique, bon, ça demande des heures et des jours de travail, et donc je n'ai plus le temps nécessaire maintenant pour le faire, parce que les actions, on en parlera tout à l'heure, mais les actions que nous menons sont devenues tellement importantes et tellement nombreuses que je suis obligé de m'y consacrer entièrement. Je ne dis pas qu'un jour je ne reviendrai pas à ce qui est chez moi une seconde nature. J'adore l'information, mais pour l'instant, on garde en ligne des émissions. On va peut-être même remettre en ligne certaines émissions qui méritent de l'être parce qu'elles étaient annonciatrices. Et puis il y a aussi un autre phénomène qui est important, c'est que à mesure que le temps passe, j'ai de moins en moins de possibilités d'avoir ce qu'on appelle en matière de presse des clients. Le client, c'est l'invité, quoi. Or, je me suis provisoirement arrêté de faire des émissions sur Reichmann TV parce que je ne trouvais pas de bons clients. Je les avais presque tous épuisés, si l'on peut dire. Bon, on dirait qu'un homme peut se renouveler, ou une femme aussi. Mais je trouvais que l'actualité telle qu'elle est décrite par ceux qui parlent ou qui écrivent ne me paraît plus correspondre à la réalité. Donc donner la parole à quelqu'un qui va dire des choses probablement sensées ou intelligentes, mais qui ne correspondent plus à la réalité de la situation, me paraissait mission impossible. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je considère que nous sommes dans une crise d'information très grave, non pas seulement parce que Internet est en train de tuer la presse écrite, et même une partie de la presse audiovisuelle, mais aussi parce que je pense que en France, on n'a pas fait une analyse correcte de la situation. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vous décrivent une situation qui n'a, à mon avis, aucun rapport avec la réalité. Je ne dis pas qu'ils sont de mauvaise foi, mais ils n'ont pas compris ce qui se passe. La France est devenue un pays communiste en 1945. La France était à l'époque pratiquement dans les mains des communistes. Et ils ont décidé, ne pouvant pas prendre le pouvoir par le biais militaire, puisque l'armée américaine serait intervenue, ils ont décidé de faire une ordonnance sur la sécurité sociale, qui en l'espace de 70 ans a transformé la France en pays communiste. Et quand vous lisez cette ordonnance, je crois l'avoir dit déjà à votre antenne, vous avez le sentiment, qui est réel, qu'on a désigné l'ennemi. L'ennemi, c'est le chef d'entreprise. Lisez cette ordonnance. L'ordonnance de 45, c'est tout à fait extraordinaire. Donc si le chef d'entreprise est un ennemi, et si tout le développement de cette situation fait que ce qui devient prégnant, c'est la sécurité sociale, le chef d'entreprise ne peut que disparaître.
C'est d'ailleurs ce qui se passe. Et nous avons vu cet été, on a connu depuis des décennies l'effondrement de l'industrie française, passer de 24 à 11% du PIB de 80 à 2010. C'est un effondrement divisé par deux. Et là, ce sont les paysans qui sont tous en train de fermer. Enfin, 25 000 exploitations agricoles avec tous leurs sous-traitants qui vont fermer. Dans l'indifférence générale, alors on n'a pas de sous à leur donner, mais par contre on a des sous à distribuer à des centaines de milliers d'étrangers qui vont, de réfugiés. Et c'est la logique de cette situation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le chef d'entreprise devient un ennemi, et il faut surtout pas croire que le chef d'entreprise, aux yeux de la vraie gauche et de la fausse droite, soit quelqu'un qu'il faille, je ne dis pas choyer, mais respecter, parce que finalement, c'est lui qui apporte les seules ressources dont l'État a besoin pour nourrir l'ensemble de sa clientèle. Mais non, ça n'est pas vrai du tout. Il reste un ennemi. Et c'est devenu si patent... Avec François Hollande, c'est... Oui, maintenant c'est devenu alors éclatant, parce que vous savez, il y a ce phénomène qui est très curieux, enfin, qui est un phénomène bien connu en histoire, qui s'appelle la stratégie de la terre brûlée. Donc, quand vous avez un ennemi qui avance sur votre territoire, pour le priver de ressources, pour l'empêcher d'avancer davantage, vous brûlez votre propre terre, vos propres ressources. Vous détruisez les ponts, vous brûlez les récoltes, enfin bref, vous détruisez les usines. Et figurez-vous que cette stratégie est appliquée en France à l'envers. C'est-à-dire que le gouvernement actuel détruit ses arrières. Parce que les entreprises sont les seuls pourvoyeurs de fonds en France. Rien ne peut fonctionner en France si les entreprises ne sont pas là, et ne travaillent pas et ne fournissent pas de richesse. Or, la situation de la France est telle actuellement que le gouvernement est en train de détruire les entreprises. Alors, il fait de temps en temps un petit peu marche arrière, mais pas longtemps et pas beaucoup. Et donc, c'est tout à fait extravagant comme politique. Mais c'est assez étonnant parce que ces fonctionnaires qui nous dirigent, puisque François Hollande est un énarque, bien sûr. Ils vivent uniquement Jacques Chirac était un énarque, etc. Vivent justement de l'argent qu'on prend aux producteurs de richesse, donc ils pourraient avoir l'intelligence de comprendre qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Alors justement, là vous faites une réflexion qui est très pertinente et qui en même temps est fausse. C'est-à-dire que ce que vous dites est vrai, mais en même temps, ce seraient des imbéciles s'ils faisaient cela en toute conscience. Mais ce ne sont pas des imbéciles. Ce sont des gens totalement désinformés. C'est-à-dire qu'ils croient qu'en fait le patron, le chef d'entreprise se plaint, mais il a tort de se plaindre, ça va assez bien pour lui, il a encore beaucoup d'argent à donner. C'est ça qu'ils pensent, ces gens-là. Or, ils se trompent complètement, parce que les entreprises françaises sont en train de tomber comme des mouches. Et donc, ils vont se retrouver dans une situation qui est devenue ingérable, puisque vous n'allez plus pouvoir trouver assez d'argent pour vos frasques, les générosités que l'on dispense partout. De toute façon, comme le disait M. Hollande, ça ne coûte pas cher, c'est l'État qui paye. Oui, et puis l'argent, on le prendra plus aux entreprises, on l'imprimera. Voilà. Alors, je voulais illustrer là ce que nous a dit notre ami Pierre Jovanovic. D'ailleurs, vous avez fait une émission avec lui qui a été extrêmement suivie, votre revue de presse sur son site. Vous avez dépassé les 110 000 vues. Oui, c'est ça. Donc, c'est énorme. Alors, nous-mêmes, on était à 49 000 avec lui, donc il a un succès d'audience énorme. Mais vous nous avez largement battu, mon cher Claude. Alors, Pierre Jovanovic nous disait, bon, cette planche à billets finit par créer de l'inflation. Alors, Olivier Pichon a dit, oui, mais c'est pas ce que dit l'INSEE. Et Pierre Jovanovic, fort justement, a dit, mais si, tous les produits diminuent. Alors, j'ai amené ici, eh bien, écoutez, un déodorant Sanex, vous voyez, format géant. Alors ça, c'est l'ancien modèle. Alors l'ancien modèle, format géant, et puis l'autre, maxi format. Enfin, c'est les deux formats géants, ça dit la même chose. Alors là, c'est 75 millilitres, donc c'est l'ancien packaging. Et mon nouveau packaging, donc qui est un peu plus haut, mais moins large, celui-là fait 65 millilitres. Donc on est passé de 75 à 65. Alors le prix est resté le même, mais pour le même prix, j'ai 12% de produits en moins.
Voilà l'illustration de l'inflation créée par la planche à billets, mais cette inflation-là est masquée par les fonctionnaires de l'INSEE qui sont payés par le gouvernement pour faire croire qu'il n'y a pas d'inflation. Donc Pierre Jovanovic avait eu un terme assez rude à l'égard des fonctionnaires de l'INSEE qui sont des menteurs. Ça me fait penser votre déodorant au feuilleton qui avait un grand succès dans les années 60, 70, c'était Malheur au barbu, vous vous en souvenez peut-être de Francis Blanche et Pierre Dac. Et il y a la secte des babus, c'était une secte dont il décrivait les activités, avait un chant sectaire, une sorte d'office religieux qui disait « Tout le monde y pue, il fait mal au cœur, il n'y a que le grand babu qui a la bonne odeur ». Alors vous voyez, les déodorants sont nécessaires pour la politique française maintenant. Et Pierre Dac et Francis Blanche nous manquent beaucoup. Oui. Alors on va marquer une deuxième petite pause et puis revenir sur l'actualité du RSI et l'actualité sociale en France. Mon cher Claude, après ce panorama très engageant de la situation politique européenne et migratoire, ce panorama engageant aussi sur cette activité économique qui n'est qu'une bulle et qui va exploser. Alors vous, votre combat, il est sur le RSI, sur les charges sociales, l'excès de prélèvements sociaux, parce qu'évidemment, au fur et à mesure, et c'est d'ailleurs une explication qu'on donne rarement, mais les gens ne voient pas que quand ils accueillent des pauvres, il faut bien sûr les loger, payer l'éducation de leurs enfants, payer leur santé, etc. Ils n'arrivent pas des milliards pour construire de nouvelles infrastructures, des nouvelles lignes de train, des nouveaux hôpitaux. Ils viennent pas avec leurs chirurgiens et autres. Donc ça fait des files d'attente toujours plus longues pour la population qui est là, et puis des infrastructures qui craquent. Et puis il faut prélever plus d'impôts sur les producteurs de richesse. Donc ça va faire mourir encore un peu plus vite les producteurs de richesse qui n'en peuvent plus de payer des impôts. Et donc ça va faire encore plus de chômeurs et encore plus de dettes. Donc c'est amusant parce que cet impact-là, on dit c'est des gens, on manque de population en Europe, ils vont la remplacer avantageusement, etc. Mais on voit pas du tout l'impact économique. Et voir qu'un pauvre, ça coûte, et qu'en fait, c'est bien beau d'avoir des travailleurs, mais il faut qu'ils soient qualifiés. Deux, c'est surtout le facteur capital qui est important. Donc ça rejoint ce que vous disiez sur le fait que la France est un pays communiste. Dans le communisme, le capital n'a aucun intérêt. Au contraire, il faut le confisquer, c'est mal. Il n'y a que le travailleur qui lui-même est bon et peut tout créer. Alors, c'est pas le cas. Les travailleurs français sont toujours plus nombreux à jeter l'éponge, à partir. Donc vous avez cet été ces entrepreneurs français qui choisissent Londres, avec des courbes où on voit le nombre de Français qui s'expatrient qui est de plus en plus fort. Éleveurs, la grande détresse des paysans français. Alors cette grande détresse, on le dit pas assez. On dit c'est les cours du porc qui sont pas assez élevés, mais en fait c'est parce qu'ils ont beaucoup plus de charges sociales que les autres. Parce qu'ils ont beaucoup plus de normes que les autres. Donc s'ils ne peuvent pas se mettre sur un pied d'égalité, s'ils perdent des marchés, c'est parce que le producteur de porc en Allemagne paye beaucoup moins de charges sociales, paye beaucoup moins d'impôts, a beaucoup moins de normes, et donc peut produire de la viande de porc moins chère. Alors mon cher Claude, vous qui luttez contre cette folie fiscale et sociale française, où en sommes-nous aujourd'hui de ce combat et où en sont les entreprises françaises, les entrepreneurs français? Ceux qui s'en tirent, ce sont ceux qui nous suivent en quelque sorte, c'est-à-dire qui se libèrent de la sécurité sociale en toute légalité. Il va de soi que ce sont des lois qui ont été votées depuis longtemps en France, mais qui ne sont pas appliquées par les pouvoirs publics. Nous les obligeons à les appliquer. Et nous défendons ceux qui les appliquent tout simplement et qui se libèrent. Sachez que toute personne, tout chef d'entreprise en difficulté, qui se libère, retrouve immédiatement des capacités, d'abord d'équilibrer ses comptes, et d'embauche. Nous avons énormément de personnes libérées, nous appelons les libérés, ce qui est un joli nom, et qui sont actuellement sauvés, leur entreprise est sauvée, et ils embauchent. Je n'arrive pas à comprendre que l'État, ou plutôt je comprends hélas trop bien pourquoi il ne le fait pas, ne décrète pas demain
la nécessité pour tout le monde d'avoir le choix, ou la possibilité d'avoir le choix. Car vous allez d'un coup d'un seul, redonner vie à l'économie française. Ils ne le font pas pour deux raisons. La première, celle que Milton Friedman appelait la tyrannie du statu quo, mais qui est une formule, juste, mais une formule. La seconde, c'est que leur système est un système dont ils dépendent totalement. Si demain, ils décrètent la fin du monopole de la sécurité sociale, l'État va changer de main. Oui, alors d'un autre côté, on va dire, évidemment, les migrants qui n'ont jamais cotisé, eux, bénéficient de la redistribution. Oui. Or, on sait que les migrants votent à 90% pour les socialistes, les musulmans votent à 95% François Hollande. Enfin, donc, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent cette masse de pauvres qui remplace le prolétariat français. C'est vrai, d'ailleurs, cette doctrine avait été théorisée par la fondation pour le think tank, comme il l'appelle, je ne sais même plus comment il s'appelle, ce think tank socialiste, qui avait expliqué que désormais Terra Nova, voilà, les travailleurs n'existaient plus, en tout cas plus pour eux, et que donc il fallait se fonder sur les immigrés qui leur permettraient de conserver le pouvoir. Mais le vrai problème, en fait, n'est pas là. Vous avez en France 3 millions de chefs d'entreprise dont tout dépend. Si demain ces chefs d'entreprise disparaissent, d'un coup, les fonctionnaires, les chômeurs, les retraités, l'ensemble des mécanismes d'État disparaît aussi. Oui, il n'y a plus d'allocation familiale, il n'y a plus de scalaire, il n'y a plus de remboursement. Or, ils sont en train de disparaître. Oui. Actuellement, ils tombent vraiment, comme je le disais, comme des mouches. Et la raison est toujours la même, c'est des charges sociales qui sont folles, puisque sur les 3 millions de chefs d'entreprise français, il y en a à peu près 2 800 000 qui sont au RSI, le régime social des indépendants, et on leur prend entre 47, 50, 60% de leurs revenus. Ils se retrouvent totalement démunis, ne pensant qu'à une chose, comment sauver leur entreprise. Et le plus souvent, ils n'y parviennent pas, et quand ils y parviennent, c'est parce qu'ils rejoignent nos rangs, et ils s'en portent très bien, puisqu'ils arrivent à sauver l'essentiel. Donc nous sommes face à une situation qui s'inscrit d'ailleurs dans ce que je disais dans la partie précédente, c'est-à-dire que l'État, le gouvernement, tel ou tel gouvernement, mais l'État en général, est en train de détruire la base sur laquelle il repose. Et donc cette situation devient chaque jour plus folle. Mais pour nous, la vérité doit éclater, et elle est sur le point d'éclater, parce que nous avons réuni en 25 ans de combat toutes les preuves qui, contrairement aux dénégations du pouvoir politique, indiquent que les caisses de sécurité sociale sont bien ce qu'elles sont, c'est-à-dire des entreprises. Et nous avons eu récemment 2 arrêts très importants. L'un, au mois d'octobre 2013, de la Cour européenne de justice, qui a dit que toute caisse de sécurité sociale est une entreprise et que ses affiliés sont des consommateurs, et donc on ne peut pas les affilier contre leur gré et sans un contrat. Vous vous rendez compte la novation que ça représente. Ça n'est jamais que ce que les directives européennes de 92 avaient dit, mais ça a été confirmé. Et la Cour de cassation, le 18 juin, ça ne s'invente pas, le 18 juin dernier, a confirmé que cette directive s'appliquait bien aux caisses de sécurité sociale, même si sur tel ou tel point, elle a exprimé des différences. L'essentiel, et je pense qu'on peut le résumer ainsi, c'est que vous ne pouvez pas être affilié de force à un régime de sécurité sociale. Donc vous avez le choix. Alors ce choix peut s'exercer de différentes manières. Il y a des entreprises d'assurance privées, françaises, européennes, mais surtout européennes. Et puis, il va bien falloir que la sécurité sociale se réforme ou disparaisse. Donc voilà la situation où nous sommes arrivés actuellement. Nous sommes pratiquement au point de bascule définitif. C'est-à-dire que nous avons réuni tellement de preuves parce que finalement, le dernier obstacle, ce sont les magistrats qui tiennent le système à bout de bras. Ils résistent désespérément, mais ils vont être obligés de ramener le pavillon parce qu'en fait, on peut leur prouver maintenant d'une manière écrite par eux-mêmes et par... Vous savez qui l'a écrit le plus? C'est quelqu'un qui s'appelle Pierre Larocque, qui est le fondateur de la sécurité sociale. Aujourd'hui, les caisses de sécurité sociale nous disent en chœur, nous ne sommes pas des mutuelles. Or, si elles disent cela, c'est parce qu'une mutuelle est, de par la loi, soumise à concurrence. Or, elles sont bien des mutuelles, et nous avons exhumé un texte de Pierre Larocque, qui était directeur de la sécurité sociale, qui est le fondateur de la sécurité sociale,
disant toutes les caisses de sécurité sociale sont des mutuelles. Alors nous leur proposons maintenant de bien vouloir lire leur père fondateur et de nous donner confirmation qu'une mutuelle est en concurrence. Voilà la tâche que nous nous étions assignés, mais nous avons dû passer par autant de difficultés qu'il est possible d'imaginer. Parce que ça fait plus de 20 ans, ça 23 ans. Que 92 à maintenant, ça fait 23 ans. Que vous 23 êtes en lutte ans contre un système... alors que nous avons tous les textes qui nous donnent raison. Et s'il y a une telle résistance, ça tient quand même à quelque chose. Ça tient au fait que le communisme ne se réforme pas, mais s'abat. Oui, s'effondre. Et s'effondre. Et vous savez, 45, 75, ça fait 70 ans, ça vous rappelle pas une certaine durée? Oui, tout à fait. Soviétique. 1917, voilà. 1989, voilà. 72 ans. 72 ans, on y est. Voilà, les chiffres plus sont 2 là. ans et hop, voilà. On aura le compte sera beau. Et savez-vous ce qui va se passer? Ce que le fait extraordinaire, certains me disent, mais ça va être une révolution, ça va être... Mais en réalité, ce qui va se passer, c'est que il y aura certainement des moments difficiles. Mais le pouvoir va prendre la fuite. Il n'y aura plus personne dans les ministères. Plus personne. Ils vont s'enfuir. Parce que ils ne peuvent pas justifier d'avoir, pendant tant d'années, privé les Français d'une richesse qu'ils produisent eux-mêmes. Et c'est impensable de faire des choses pareilles, quoi. Donc on va avoir... Je me souviens d'avoir écrit un article il y a pas mal d'années qui rappelait la dernière harangue de Ceausescu. Vous vous en souvenez, sans doute, ces images ont marqué l'histoire. Lorsque les premiers sifflets se sont fait entendre, qui étaient d'ailleurs préparés, hein, c'était pas très spontané comme révolution, mais enfin, c'était quand même des sifflets. Quand vous avez vu le visage de Ceausescu marquer la stupéfaction, comment on ne m'aime pas, alors que je suis si bien, je fais tellement le bien de mon peuple, mais les gouverneurs actuels sont persuadés qu'ils font le mieux possible, que ce sont des gens indispensables, que sans eux on n'arriverait pas à vivre. Mais enfin, ils ont quand même beaucoup de mal à aller sur le terrain. Ah bah ils peuvent pas. Ils peuvent pas. C'est interdit. Voilà. Sarkozy ne pouvait pas le faire. Ne s'entourait que de militants de l'UMP. Il y avait une claque UMP, et aujourd'hui c'est pareil. Et d'ailleurs, je crois me souvenir qu'on tenait à plusieurs centaines de mètres la population pour qu'elle ne s'approche pas. Et une des rares fois où ils ont un peu ouvert les rangs, et encore, il ne les avait ouverts qu'à des affidés. Sarkozy s'était fait empoigner au collet par une personne, vous vous en souvenez, qu'il avait secoué, enfin le service d'ordre avait rapidement été... Mais il aurait pu être tué à ce moment-là, parce que le type n'était pas armé, à ma connaissance. Non, c'est vous dire que même quand il y a une surveillance importante, bon, il y a toujours ici ou là une bavure qui est possible, mais c'est quand même un signe inquiétant, quoi, de se dire que les gouvernants d'un pays ne peuvent plus, mais ça fait très longtemps, ils ne peuvent plus circuler librement, et encore moins se montrer librement au peuple. Le peuple ne l'accepte plus. Et ils vont, je pense, le moment venu, on va les voir décamper. Parce que vous savez, finalement... C'est un phénomène qui est occidental, parce que si on regarde aux États-Unis aussi, quand on demande à la population, est-ce que vous pensez que les dirigeants politiques nous ont mis sur la bonne voie, ils sont entre 75 et 80% à dire non, on est sur la mauvaise voie. Donc il y a un rejet d'une classe politique qui est peut-être trop liée aux banques, fait marcher la planche. Oui, certainement. Et puis il y a ce déconnecté de la population, etc. Enfin, c'est un phénomène occidental. Oui, c'est un phénomène qui c'est l'usure de la démocratie. La démocratie ne fonctionne plus bien. Elle n'est plus modeste comme elle devrait l'être. Elle n'est plus près du peuple comme elle devrait l'être aussi. Elle est basée sur le mensonge. Voilà. Et plus on avance, plus elle est obligée de mentir, parce que les réalités sont devenues tellement accablantes que le mensonge finit même par ne plus être cru, tellement il est énorme. Donc on est actuellement dans une situation inquiétante, mais qui sera probablement qui sera changée le jour où surgiront des personnes dignes de foi, d'une part, et puis dont la vie témoignera aussi, parce que, vous savez, quand vous avez eu une vie comme celle d'un énarque socialiste, ou pas socialiste d'ailleurs, qui sort, qui est payé pendant ses études, qui est payé après, qui, pas un seul instant, ne prend le moindre risque, comment ces gens peuvent-ils gouverner un pays? Ce n'est pas possible.
Mais alors, pour les éleveurs, la grande détresse des paysans français, est-ce que parmi les gens, les libérés qui vous rejoignent, est-ce qu'il y a des paysans? Parce que souvent, on a un peu l'impression que ces mouvements suivent leurs dirigeants syndicaux, qui sont en fait complètement dans la main du pouvoir politique. Et ensuite, ils sont un peu déçus parce qu'ils n'obtiennent rien, mais c'est normal. C'est une fausse contestation ils ne peuvent rien obtenir. Ils ne peuvent rien obtenir. Oui, est-ce que vous avez des paysans qui quittent le RSI? De plus en plus nombreux, oui, de plus en plus nombreux, mais pas assez nombreux quand même, compte tenu du fait que c'est la seule survie possible pour eux. Et il se trouve qu'ils sont actuellement, vous le disiez, entre les mains de syndicats qui gèrent tout. La mutualité sociale agricole, qui est leur sécurité sociale, est tenue par le même syndicat qui les a amenés il y a quelques jours à Paris en tracteur. C'est-à-dire qu'ils se sont manifestement foutus d'eux. Et ils ont trouvé 4000 couillons pour venir manifester contre eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que les agriculteurs ont perdu 3 ou 4 jours de travail pour maintenir un système qui les tue. Voilà. Donc les syndicats jouent un rôle très négatif. Puis il faut dire qu'ils tiennent aussi les agriculteurs par le biais des subventions, des emprunts. C'est assez compliqué. Mais le jour où le mouvement aura largement dépasser les frontières du monde artisanal, commercial et libéral, les paysans suivront en masse, parce que d'abord ce serait leur intérêt, ils vont se sauver, et puis parce que très franchement ils n'ont pas le choix. Vous avez actuellement, il y a des spécialistes du monde agricole, des avocats, des économistes, qui expliquent, j'ai lu dans le Figaro justement il y a pas très longtemps, l'interview d'un avocat spécialiste de ces questions, qui disait: un de mes clients a voulu faire comme les Allemands, c'est-à-dire engager des travailleurs sur une base différente de celle de la sécurité sociale. Il est en correctionnel. Voilà. On met en correctionnel des gens qui appliquent la loi. Vous vous rendez compte? Alors que d'habitude, on doit en principe envoyer en correctionnel des gens qui violent la loi. Non, ce sont les gens qui appliquent la loi. Ceux qui violent la loi, pas de problème, il faut les protéger. Ce sont les nôtres, on n'y touche pas. Mais là, on est vraiment dans une situation... Ceux qui attaquent les trains, en général, ils sont libérés dans la minute qui suit. Pas de problème, surtout ne faisons pas de discrimination, pas de mesures qui pourraient vexer quelqu'un. Non, là, on est vraiment dans une situation doublement dramatique, puisque, comme je vous le disais, on est en train... Le pouvoir attaque la base même économique de son pouvoir, et donc c'est de la folie. Et deuxièmement, ce qui m'étonne, c'est que jusqu'à présent, mais peut-être cela s'explique par l'accablement, les gens n'ont pas réagi de manière très forte. Ils meurent en silence. Oui, c'est ça, ils se suicident même parfois, plutôt que d'aller gueuler contre le préfet et contre la caisse de sécurité sociale, préfèrent se suicider. Voilà, et ils meurent en silence, et vous avez des gens qui se résignent finalement, alors même que la solution n'est quand même pas très compliquée. Quand vous avez un bilan, que dans ce bilan, vous avez des charges qui comptent pour 30, 35, 40, 45%, vous dites, mais ces charges, est-ce qu'elles sont indispensables ? Non, elles ne sont même pas nécessaires, puisque vous pouvez trouver une protection sociale de meilleur niveau, beaucoup moins chère. Comment se fait-il qu'il n'ait pas encore fait le lien entre leurs problèmes et la solution de leurs problèmes ? Et ça, c'est probablement un phénomène qui est dû à matraquage médiatique. Et une forme de dépression. Voilà, une forme de dépression. Et puis on veut rester un bon élève, les paysans sont des gens courageux, on se lève tôt, on travaille beaucoup, mais donc on croit que ça suffit. Ils croient surtout qu'ils croient à la valeur travail, ce qui est une erreur économique monumentale. Il n'y a pas de valeur travail, il y a une valeur production, de vente. Mais le fait de si demain, par exemple, ou tout à l'heure, vous sortez de ce studio, vous prenez un pic et que vous allez défoncer le trottoir, c'est un travail. C'est un travail très fatigant même. Vous allez probablement vous faire mal au dos, parce que c'est pas votre métier d'habitude. Mais votre travail, qu'est-ce qu'il vaudra ? Il vous vaudra de la prison, quoi. Parce que on dira, c'est pas un bon travail, vous détruisez un bien public, etc. Or, beaucoup de gens croient qu'en travaillant, ils ont, en quelque sorte, ils créent de la valeur. Or, normalement, oui, on doit, en travaillant, créer de la valeur. Mais là, comme on leur confisque le produit de leur travail,
ils ne créent rien du tout. Donc le résultat, si, ils créent des biens pour les autres, mais pour eux, leur fatigue est devenue inutile parce qu'elle est confisquée. Alors que s'ils travaillent pour eux-mêmes, pour leur famille, pour les impôts qu'ils payent normalement... Oui, les paysans sont redevenus des serfs. Ce sont des serfs, exactement. Et c'est absolument tragique. Et ils n'ont pas davantage de vision de comment s'extraire de ce système que n'avaient leurs ancêtres. Non, et puis finalement, ils n'ont même plus cette espèce de réflexe naturel qui consiste à s'interroger soi-même sur sa situation. Est-ce que j'ai raison de faire ce que je fais? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? Alors, il fut un temps où il y avait des jacqueries fiscales. Quand même, on n'était pas content contre l'impôt, et de temps à autre, on tuait le percepteur, vous voyez, par le roi. Il n'y en a même plus. Mais oui. Mais vous savez, il risque fort d'y en avoir parce que le désespoir peut être pendant longtemps contenu par la résignation, par l'accablement, mais il vient un moment où il y a des passages à l'acte. Moi, c'est ce que je crains parce que bon, il y a vous pensez longtemps. Vous pensez que les Français sont pas tellement déprimés qu'en fait ils sont incapables de la moindre réaction? Je pense qu'il y a actuellement en France plusieurs dizaines de milliers de personnes qui veulent en finir avec ce système. Plusieurs dizaines de milliers. Ça suffit pour faire basculer un régime. Bon, ils ont fait une première répétition à Paris. C'était pacifique, ils n'étaient pas du tout violents, ni brutaux, ni quoi que ce soit. Ils étaient en fait déterminés à changer. Et figurez-vous, il y avait le mouvement du 14 juillet, liberté. Ça. Voilà, et ils criaient liberté. Et je pense que le fond du problème français actuellement, c'est le manque de liberté. D'ailleurs, nous faisons le 24 octobre prochain, le mouvement des libérés et le MLPS, un congrès dont le thème sera « La France est-elle encore un pays de liberté ?» Et ce congrès, donc, aura lieu, vous pouvez le voir sur le site MLPS. L'espace Charenton, avec Éric Brunet, Charenton, il y aura des éditorialistes, le professeur Prévost, qui nous dira la vérité du droit européen. Et j'ai invité également quelques hommes politiques pour essayer de savoir quelle est leur vision. Non pas pour leur servir la soupe, comme on dit, mais au contraire pour les interroger. Je ne sais pas encore, j'attends d'avoir leur réponse. Pardon, oui, on verra bien s'ils viendront ou s'ils ne viendront pas. Enfin, d'ores et déjà, nous aurons beaucoup de témoignages aussi, et puis donc des éditorialistes de talent qui viendront nous donner leur interprétation de cette question. Est-ce que la France est un pays de liberté? Personnellement, je réponds non. Mais si certains viennent nous démontrer le contraire, j'écouterai avec attention. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que nous sommes actuellement non seulement privés de liberté, mais que cette privation de liberté est vraiment vicieuse, parce que finalement, on vous prive de certaines expressions. Regardez, par exemple, le Figaro, qui est un journal censément de droite. Bon, j'ai envoyé un mail l'autre jour à un de leurs rédacteurs en chef, qui a dressé un tableau de la situation française sans même parler des charges sociales. Bon, je sais pourquoi il l'a fait. J'aurais pu me dispenser de lui écrire, parce que finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Et je sais qu'ils ne sont pas libres. Oui, oui, c'est ça. Mais bon, il y a des moments où on est obligé quand même de dire certaines choses. Mais comment se fait-il que dans un pays comme la France, il n'est quand même pas une dictature casquée et bottée, hein. Alors, les gens, on ne va pas venir vous chercher chez vous, ça peut venir demain, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Pour vous embarquer, parce que vous avez écrit dans le Figaro un éditorial où vous avez dit la vérité. Mais il empêche que quand des journalistes s'empêchent, parce que c'est le cas de le dire, s'empêchent de dire la vérité, c'est de l'autocensure, bien sûr, ça veut dire qu'on est quand même très malade. Parce que vous vous rendez compte, un journal comme le Figaro, qui est quand même depuis toujours un journal qui est plutôt loué par la droite, donc il en est à masquer une réalité qui finalement déplairait au gouvernement socialiste, et qui déplaît d'ailleurs aux prétendants, les républicains, car notre ami Yannick Urien, que vous connaissez bien, qui a une radio Care News à La Baule et un journal, La Baule Plus, a interviewé Alain Juppé il y a quelques jours. Et il lui a posé la question, est-ce que, en matière de sécurité sociale, vous êtes pour une libéralisation? Il dit, ah non, non, on est pour une médecine libre, mais il faut que la sécurité sociale reste publique. Bon, c'est-à-dire, la médecine ne peut pas être libre dans un système public. C'est évident qu'on voit bien actuellement avec la nouvelle loi
proposé ou imposé par Madame Touraine et qui va donner le tiers payant à tout le monde, c'est-à-dire que la petite barrière qui existait encore un peu face aux abus de consommation, je dis bien aux abus, pas aux consommations nécessaires, va disparaître. Eh bien, un type comme Juppé qui se présente, il dit qu'il a compris. Maintenant, ce sera différent. Il a tout compris. Mais il continue d'être sur son air et de dire, mais non, il faut que ça reste public. Voilà. Donc, il n'a rien compris en réalité. Rien appris, rien compris. Voilà. Donc, on est dans une situation qui, à certains égards, est dramatique, puisque les quelques hommes publics de droite, qui se prétendent tels, sont totalement rétifs à l'idée de rétablir la liberté. Et je ne parle pas de la gauche qui, elle, y est consubstantiellement hostile. Et que Marine Le Pen, elle-même, pense qu'il faut augmenter encore le poids de l'État et le poids des charges sociales. Donc, voilà le tableau. Pas exactement ce qu'elle dit, mais... je ne sais pas ce qu'elle dit, mais c'est quand même ce qu'elle dit. C'est Monsieur Philippot, qui est son conseiller économique, est quand même quelqu'un qui est un des co-auteurs du programme commun de la gauche, puisqu'il était chevènementiste à l'époque. Et c'est quand même Monsieur Chevènement, peut-être que Philippot est venu après. Il est plus jeune. Il est venu après, mais il a quand même embrassé la même ligne politique. Et Chevènement, c'est l'auteur du programme commun, le véritable auteur. Alors, si vraiment on en est là, vous savez, les optimistes ont du mérite actuellement. Mais est-ce qu'il y en a encore? Oui, il y en a. Moi, j'ai confiance dans la France. C'est Éric Brunet qui a une formule, il appelle ça les idiots optimistes. Les idiots optimistes? Non, je crois que, bon, il a eu beaucoup de talent, Éric Brunet. Mais je pense qu'en réalité, il faut avoir confiance dans la France. La vraie solution de nos malheurs, au moins de nos difficultés, réside dans le fait que nous n'avons pas assez confiance dans notre pays. Nous réclamons des lois, nous réclamons des contraintes, nous réclamons des mensonges presque. Or, c'est tout ça qu'il faut arrêter. Faisons confiance aux Français, faisons confiance donc à la France. Et la France a surmonté bien des difficultés dans son histoire. Elle surmontera celle-là aussi, mais elle ne les surmontera pas si elle ne se défait pas de ses mauvais gouvernants. C'est indispensable. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Claude Reichmann, merci pour ce tour d'horizon. Merci à vous, complet. Et vive la France. Et vive la France, et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.